Bienvenue à tous, je m'appelle Jacques et je suis chez Bright Data. Je suis le responsable de notre Organisation mondiale des préventes. Je suis très heureux de vous accueillir à notre webinaire. Nous avons trois grands experts en automatisation de navigateurs pour la masterclass sur le scrapping dynamique. Avant de commencer, quelques notes d'organisation. À la fin, nous aurons une session de questions-réponses. Alors n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans la section Q&R. Je pense qu'il pourrait y avoir un bouton pour lever la main. Nous allons utiliser cela pour la communication. Alors veuillez mettre vos questions dans la section Q&R. Si c'est quelque chose que mon équipe peut gérer pendant la session, ils répondront à la question à ce moment-là et tout le reste sera laissé pour la fin de la session afin que nous puissions couvrir cela. À la fin de la session, nous enverrons également un court sondage et comme pour tous les sondages, nous apprécions vraiment les retours que vous nous fournirez car ils nous aideront à générer plus de contenu comme celui-ci pour nos clients ainsi que pour les personnes intéressées par le scrapping web dynamique et l'extraction de données. Cela sera enregistré et partagé par la suite. Donc, si vous avez besoin de vous lever ou de partir à tout moment, n'hésitez pas. À la fin de la session, nous la compilerons et vous l'enverrons peu de temps après. Alors que nous commençons, il s'agit d'un webinaire mondial. Nous avons des participants du monde entier. Donc, si vous avez l'occasion en ce moment, allez dans notre salle de chat et dites-nous d'où vous venez afin que nous puissions voir tous les différents endroits qui nous rejoignent pour ce webinaire. Moi, par exemple, je suis actuellement à Stockholm, en Suède, où je fais ce webinaire. Normalement, vous me trouverez dans la région de la baie de San Francisco, en Californie, où je vis, mais je suis en petit voyage en Europe et je vous rejoins donc de là. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos trois invités. Nous avons Greg, Dario et Diego, également de différentes parties du monde, et je vais laisser chacun d'eux se présenter brièvement. Alors commençons. Greg, si tu peux te présenter. Merci de m'avoir invité. Je me remets du COVID, donc ma voix pourrait être un peu rauque. Je suis Greg. Je viens de San Francisco, en Californie. Je travaille dans une entreprise appelée Andela. Je construis un produit appelé Qualified.io. Nous l'utilisons pour aider les entreprises à embaucher des ingénieurs. Et je suis un ingénieur logiciel, assez traditionnel. Mais à côté, j'aime beaucoup faire du scrapping web et des tests et participer à Stack Overflow, où je connais certaines personnes d'ici. Donc c'est moi. Excellent. Eh bien, nous ne te ferons pas chanter de chansons avec la voix du COVID. Cela rendra les choses un peu plus faciles. Je ne peux pas faire ça même sans le COVID. Excellent. Dario, à toi. Oui, eh bien, je suis Dario. Je suis basé en Argentine. Comme vous pouvez le voir, il fait assez froid ici. Alors, oui, je travaille chez Mable. Nous faisons des outils d'automatisation QA en low code. Je suis également l'auteur et développeur de Puppeteer Shark, la version Puppeteer de Puppeteer pour Dwayne.net, un projet open source populaire appelé Puppeteer Shark, et j'aide également l'équipe de Playwright à créer la version de Playwright pour Dwayne.net. Donc, oui, je suis des deux côtés, j'aime à la fois Puppeteer et Playwright. Excellent. Merci de nous avoir rejoints. Et enfin, Diego. Salut tout le monde. Merci de m'avoir invité. Greg, tu as l'air en pleine forme, même après ta convalescence. Moi, je n'y arrive pas. Je veux dire, tu as l'air même mieux que moi. Oui, je suis Diego. Je me joins depuis Valence, dans le sud de l'Espagne. Je suis colombien. J'ai déménagé ici il y a quelque temps. Je porte plusieurs casquettes dans ma vie professionnelle. Je suis l'un des responsables du projet Saloon. Mais je suis aussi l'un des responsables open source chez Ossos Labs, une plateforme de test cloud. C'est là que se trouve la majeure partie de mon expertise en automatisation de navigateurs. J'espère que vous tirerez quelque chose de précieux. Merci. Merci à tous. Ce webinaire sera probablement un peu différent des autres. Ce que nous faisons, ce sont des tours de table rapides. Donc, 3 minutes sur chaque sujet. Voici les 7 sujets que nous allons aborder. Je vais plonger dans chacun d'eux au fur et à mesure que je vous les présente. Maintenant, il y en a un amusant dans le coin inférieur droit et c'est notre quiz éclair. Celui-ci vient avec une belle carte cadeau de 200 $ pour celui qui pourra répondre à la question en premier. Je vous donnerai un peu plus de détails à ce sujet quand nous y serons. Mais c'est quelque chose que, si vous restez, vous pouvez répondre à la question. 200 $ pourraient être à votre portée. Alors commençons. Et donc, le premier sujet que nous avons ici est de suivre les changements HTML. Beaucoup d'entre vous savent que les scripts et pipelines de scrapping, les sites changent tout le temps. J'ai parlé à certains développeurs de notre équipe qui disent que si votre script a 3 mois, c'est déjà l'équivalent de 10 ans. Les choses changent tout le temps. Nous allons donc commencer avec Greg.
Greg, je vais te poser cette question. Que pouvons-nous faire pour réduire la maintenance et les perturbations potentielles de nos scripts afin qu'ils continuent de fonctionner plus longtemps, vous savez, à mesure que ces sites changent? Et donc, avec cela, il y a un minuteur. D'accord, ça semble bien. La clé ici est de commencer par les bases, choisir des sélecteurs fiables, éviter ceux comme les longues chaînes de sélecteurs codés en dur, ou comme div premier enfant div, un autre div, paragraphe. Si vous avez cette structure rigide, si l'un de ces divs change, ce qui est très probable, alors tout s'effondre. Essayez donc de choisir vos sélecteurs de préférence avec des attributs comme ARIA label ou quelque chose comme du texte qui est moins susceptible de changer. Mieux encore, évitez complètement le DOM et passez directement à l'interception des requêtes API. Si vous pouvez extraire ces données à partir d'un format JSON, il est encore moins probable qu'elles changent par rapport au DOM. Ce sera plus rapide, plus fiable, plus stable. Donc, si vous pouvez éviter complètement le HTML, c'est une excellente stratégie. Une autre option pourrait être de récupérer des données en utilisant une approche de type capture d'écran de texte. Il existe quelque chose appelé Mozilla Readability. Donc, si vous pouvez obtenir vos données à partir d'une version de la page formatée pour la lisibilité, c'est une structure très prévisible. Cela va en fait créer une sorte de structure de paragraphe H1, H1, H2 qui est vraiment très linéaire et propre, et de plus, bien organisée. Cela supprime beaucoup de ces déchets que vous voyez sur de nombreux sites web comme les classes Tailwind et toutes ces sortes de structures impossibles à scraper et à maintenir qui sont partout sur le web de nos jours. Voyons voir. Quoi d'autre puis-je penser en 1 minute et demie? Il ne doit pas s'agir de toi, Dario Diego. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je vais passer la parole. Je suppose que c'est ma première pensée. Eh bien, j'ai une chose supplémentaire à ajouter, c'est-à-dire, en plus de ce que Greg a dit, ce qui a tout son sens. Il existe donc un outil dans le monde de Selenium WebDriver qui est très controversé dans les tests, car dans les tests, vous voulez en fait que votre sélecteur échoue pour voir si le site web se casse. Mais il y a quelque chose appelé SO, c'est comme guérir Selenium. Et ce qu'il fait, c'est qu'il récupère le localisateur et récupère des remplacements de ce localisateur. Donc, lorsque le localisateur échoue, il essaie de vérifier les suivants et de les équilibrer pour voir lequel pourrait être remplacé à la place de l'original. Il essaie donc de guérir votre script et continuer l'exécution. Donc, cela pourrait être une bonne chose à essayer. Cela s'appelle Healing Selenium. Cela pourrait être utile pour le scraping web. Y en a-t-il un similaire pour les autres langues, pour les deux autres? Eh bien, il peut être utilisé des deux côtés, côté client si vous utilisez Java, mais si vous utilisez le côté serveur, il doit être placé au milieu, entre le serveur et le site web. Donc, il doit être de toute façon. Compris. Dario, 2 secondes. Oui, je n'utilise jamais expat. Je n'utilise jamais expat. Ne jamais utiliser expat. Très bien. Donc, ça fait 3 minutes. C'était rapide. Nous en avons un autre maintenant. Naviguer dans l'autoroutage des clients dans les applications à page unique. Donc, les applications à page unique utilisent souvent le routage côté client, rendant dur le scrapping précis du contenu qui change sans rechargement complet de la page. Dario, celle-ci est pour toi. Comment pouvons-nous garantir l'extraction de données à partir des SPA sans manquer le contenu chargé dynamiquement? Très bien. Donc, avec Puppeteer et Playwright, vous avez la fonction de référence qui vous permet d'aller sur une page et la fonction se résoudra. Les problèmes se résoudront lorsque la page sera prête. Le problème avec les pages Spark est que la page ne sera probablement pas prête lorsqu'elles seront résolues. Donc, le problème est que, par exemple, dans les deux cas du lecteur et de la propriété ici, vous pouvez attendre que la page se charge, vous pouvez attendre que le contenu DOM soit chargé ou même attendre que le réseau soit inactif, mais aucun de ceux-ci ne vous aidera. Donc, je pense que la première chose à garder à l'esprit est que si l'outil, vous savez, à la fois le lecteur et la propriété vous disent que la page est terminée après la navigation, vous ne devez pas faire confiance à cela, même avec le réseau inactif. Certaines personnes disent « D'accord, attendons que le réseau soit inactif pendant 500 millisecondes. » Mais vous ne devriez pas faire confiance à cela parce que vous ne pouvez pas faire confiance au réseau. Vous ne savez pas quand la page sera prête. Donc, la première chose est de ne pas faire confiance, en premier lieu, absolument, d'abord à la navigation. Et puis, une chose importante avec l'espion,
c'est que vous devez toujours voir si vous êtes vraiment toujours au bon endroit au bon moment. Par exemple, une chose qui est quelque peu compliquée, par exemple, la connexion à Outlook, qui comporte de nombreuses étapes, et c'est une application à page unique, et chaque étape a un bouton suivant. Donc, le principal problème que je vois est que, OK, le bouton est là. Playwright ou Puppeteer me dit que le bouton est là, donc je sais que je peux cliquer sur suivant. Mais le problème est que vous ne savez pas si ce suivant est de la première étape ou de la deuxième étape. Donc, lorsque vous codez une application SPA, vous devez être préventif et dire OK, je suis au bon endroit. Par exemple, vérifier le titre. Vérifier un autre élément. Donc, OK, je suis dans la connexion. Alors, je tape l'utilisateur et la connexion et je clique sur suivant. Mais ensuite, au lieu de cliquer à nouveau sur suivant, devez-vous vérifier le titre? Je sauvegarde le titre comme une main. Mais vous devez être comme prudent de ne pas considérer que parce que l'élément sur lequel vous voulez agir est là. Cela signifie que c'est l'élément. Donc, c'est très important. Une autre chose est qu'avec ces assistants, vous n'avez pas une nouvelle navigation, mais peut-être que l'URL change. Donc, une autre bonne pratique est d'attendre que l'URL change, mais si l'URL change, ne vous y fiez pas, car peut-être que l'URL change, mais l'élément n'est pas là ou l'élément n'est pas prêt. Donc, dans ces pages SPA, vous devez toujours vérifier si vous êtes au bon endroit et si l'élément est prêt. Il existe certainement certains frameworks où peut-être parfois l'élément est présent, mais le JavaScript n'est pas encore initialisé en réalité. Alors peut-être que vous devez chercher des indices. Parfois, j'ai dû chercher du JavaScript à l'intérieur du bouton pour voir si l'événement était là. Donc, oui, ne faites pas confiance au changement du DOM dans Spark. Donc, voyez tout le contexte avant de commencer à agir là-dessus. 3 minutes. D'accord. Wow. Eh bien, nous voyons quelques commentaires sur XPath et autres, et je pense que nous allons en parler un peu plus tard dans d'autres questions. Mais nous avons parlé du chargement des données. Le chargement asynchrone des données, n'est-ce pas? Après l'initialisation, cela peut être difficile. Alors, creusons un peu ce sujet. Diego, je vais te passer la parole. Quelles sont tes méthodes de prédilection pour accéder efficacement aux données qui se chargent de manière asynchrone sur la page? Bien sûr. Eh bien, je pense que la première chose est de ne pas utiliser Selenium. Utilisez quelque chose construit au-dessus de cela. Il existe une multitude de frameworks construits avec une synchronisation automatique ou un poids automatique, qui gèrent la plupart des choses que vous voulez attendre. La grande erreur que nous avons commise dans le projet Selenium est de ne pas promouvoir ces frameworks. Et puis, beaucoup de gens utilisent Selenium directement, donc ils doivent créer leur propre attente pour que l'élément soit chargé, attendre que l'élément soit visible, et c'est juste un désordre. Donc, lorsque vous faites des tests ou du web scraping, si vous devez créer votre propre code pour identifier comment la page se comporte dans certains éléments spécifiques, alors vous allez investir beaucoup de temps et vous ne vous concentrez pas sur le suivi complet de ce que vous voulez réellement scraper. Donc, ma recommandation serait d'utiliser des outils comme Selenium dans Java, qui disposent de nombreuses méthodes prêtes à l'emploi pour vous aider à attendre les éléments. Cela pourrait être simplement un élément qui n'est pas visible ou une case à cocher qui n'est pas sélectionnable. Et vous pouvez évoluer à partir de là, n'est-ce pas? Si vous utilisez JavaScript, WebRio propose de nombreuses fonctionnalités prêtes à l'emploi. Je vous recommanderais donc de trouver quelque chose qui possède déjà la plupart de ces fonctionnalités afin que vous n'ayez pas à écrire du code pour atteindre votre objectif. Excellent. Greg, Dario, je sais, Dario, je pourrais probablement te demander de remplir le reste de cette minute et demie, mais je vais commencer avec Greg. Bien sûr, oui, j'étais vraiment surtout absorbé par le chat, donc je reviens dans cet état d'esprit, en fait. Donc oui, comme je l'ai dit avant, il suffit de passer au niveau des requêtes web, d'intercepter ces requêtes. Si vous allez travailler avec le DOM, ce qui est souvent nécessaire, ne dormez pas. Assurez-vous d'utiliser un prédicat vraiment précis, un prédicat ciblé, quelque chose comme attendre la réponse, attendre le sélecteur, attendre la fonction, et vraiment sous-utiliser. Vous pouvez spécifier l'état dans lequel vous souhaitez être avant de collecter ces données. Utilisez des prédicats déclenchés. Et les localisateurs si vous utilisez Playwright. Compris. Dario, 40 secondes. Qu'est-ce que tu as? Non, et oui, je suis d'accord avec Greg.
Intercepter les requêtes et même les laisser passer tout en sachant qu'elles sont arrivées, c'est génial. Mais il faut aussi jouer avec le DOM. Je pense que je suis d'accord avec Greg parce qu'une chose est que la requête est là, mais peut-être que le JavaScript ou le framework prendra un certain temps à se charger. Mais je pense que savoir que la requête est arrivée et qu'elle est là, c'est un bon indice. Mais oui, cela peut être difficile. Mais oui, Locator vous aidera. Et oui, je suis d'accord avec ça. Eh bien, j'ai chargé ceci quelques secondes plus tard, donc je vais me permettre de couper les 2 ou 3 secondes ici, et nous allons parler du chargement, spécifiquement du chargement paresseux. Donc, bien sûr, certains contenus ne se chargent que lorsqu'un utilisateur interagit avec la page en faisant défiler, en cliquant, vous savez, la pagination formelle. La pagination ne fonctionne pas aussi bien ici. Nous devons donc interagir. Donc, celle-ci va aller à Greg. Greg n'a en fait pas commencé. Est-ce que ça a commencé? Donne-moi un minuteur. Voilà. Très bien, Greg. Quelles techniques as-tu trouvé les plus efficaces pour imiter les interactions utilisateurs afin d'accéder à ce contenu chargé paresseusement? D'accord. Donc, pour rester en accord avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, essayez d'éviter le DOM si possible. Donc, une chose que vous pouvez faire est d'utiliser la fonction de descente de page du clavier qui fonctionnera sur presque tous les sites, sauf s'il y a un bouton que vous devez cliquer pour charger ce fil. Si vous êtes sur Twitter, par exemple, et que vous descendez la page. Les données plus anciennes seront remplacées en haut. Assurez-vous donc de capturer ces instantanés des données au fur et à mesure que vous faites défiler la page par morceaux. Et cela aide également à la robustesse. Si votre script est interrompu pour une raison quelconque, vous avez au moins des données partielles et vous pouvez les déboguer un peu plus facilement et voir où vous en étiez avec ce type de défilement infini chargé paresseusement. Si vous cliquez sur un bouton, essayez d'utiliser le contenu textuel ou le rôle ARIA du bouton plutôt que, encore une fois, ces sélecteurs rigides et fragiles. Et encore une fois, essayez d'éviter les interactions utilisateurs autant que possible si vous faites du scrapping. Si vous testez, essayez de simuler les interactions utilisateurs. Vous voulez en quelque sorte faire l'opposé du scrapping en général. Vous essayez d'agir comme un utilisateur, mais lorsque vous faites du scrapping, il n'est pas vraiment important d'agir comme un utilisateur, sauf dans une situation où le site essaye de détecter si vous êtes un utilisateur et de vous bloquer. Tant que vous pouvez plus ou moins vous en sortir, allez-y et faites-le. Et encore une fois, cela implique d'intercepter ces requêtes de la réponse de scrapping plutôt que d'attendre qu'elle aille dans le DOM et ensuite essayer d'utiliser une multitude de sélecteurs CSS fragiles pour extraire des données de chaque carte ou chaque tweet ou quoi que ce soit. Désolé Twitter, je m'en prends à toi aujourd'hui. Ou aux commentaires YouTube ou quoi que ce soit, tu sais. Alors, il y a aussi des événements de confiance et des événements non fiables. J'ai l'impression que les événements de confiance sont un peu surestimés dans le scrapping web. Les événements non fiables n'ont pas les problèmes de visibilité et l'instabilité des événements fiables qui simulent le mouvement de la souris, puis cliquent. Il est courant que de nombreuses questions soient du type « mes clics ne fonctionnent pas ». Essayez un clic non fiable pour voir si vous pouvez contourner cela. Encore une fois, la mise en garde ici est que si le site détecte cela et vous bloque, alors vous êtes un peu coincé avec le clic orienté sur la visibilité. Mais avoir une certaine flexibilité pour forcer les clics et utiliser des événements non fiables est une autre façon de contourner certains de ces problèmes qui surviennent lorsque vous déclenchez un flux chargé paresseusement. Vous avez mentionné quelque chose à propos de Twitter et que les plus anciens disparaissent. Qu'en est-il du défilement infini? Comment gérez-vous cela? Oui, c'est assez courant avec le défilement infini. Et si, je suppose, vous choisissez votre limite, continuez à descendre jusqu'à atteindre un certain nombre d'enregistrements ou quel que soit votre point d'arrêt. Mais je pense que c'est à peu près la même chose qu'un défilement non infini à tous les autres égards. Faites attention à ces éléments qui quittent le haut de sorte que vous n'attendiez pas d'arriver en bas pour découvrir que vous n'avez que 10 enregistrements et qu'après avoir fait défiler vers le bas pendant 2 minutes, cela n'a vraiment pas de sens. Au fait, bloquez les requêtes qui ne sont pas liées au flux. Cela accélérera vos extractions en général. Compris. Une série de questions terminées. Parlons de l'accès aux données dans les composants Shadow DOM. Ainsi, les composants Shadow DOM peuvent encapsuler des parties du site web, rendant l'accès et le scrapping des données plus complexes. Celle-ci est pour Dario. Comment abordez-vous l'extraction d'informations à partir des composants Shadow DOM? Vous avez mentionné le DOM plus tôt, le scrapping. Oui, donc il y a une première chose que tu dois savoir. Je sais que tu as le compteur.
Oui, j'ai le compteur. Je l'ai pour moi. La première chose que vous devez savoir est que le Shadow DOM peut être ouvert ou fermé. La plupart des composants Shadow DOM que vous voyez sur le web sont ouverts. Mais un exemple de composant fermé est, par exemple, le curseur que vous avez dans le curseur natif HTML, c'est un Shadow DOM. Et si vous parvenez à y accéder, vous verrez que c'est un bouton, c'est une ligne et il y a une action là. Mais vous pouvez, avec JavaScript, accéder à ce bouton. Donc pour vous, c'est un curseur. Mais la plupart des composants que vous verrez pour la conception et pour l'encapsulation sont ouverts. Heureusement pour nous, la plupart des outils, Playwright, Puppeteer, vont, ce qu'ils appellent, percer le Shadow DOM. Et c'est génial parce que, par exemple, si vous êtes dans Playwright avec un localisateur, vous dites « Donnez-moi toutes les images ». Playwright ou Puppeteer vous les donnera. Je pense que Playwright fait un bien meilleur travail. Alors allons à Playwright. Ils vous donneront toutes les images, même à l'intérieur du Shadow DOM. Mais il est important de savoir que ce que fait Playwright est manuel. Il passe de DOM de l'ombre en DOM de l'ombre et effectue des requêtes. Vous savez, c'est récursif. Et à l'intérieur du DOM de l'ombre, vous pouvez avoir un autre DOM de l'ombre. Donc, cela va apporter et collecter tous les éléments. Vous devez savoir que, bien que cela semble magique ou que vous pensiez qu'il n'y a pas de DOM ombré, il y a du Shadow DOM impliqué. Alors, pourquoi devez-vous vous en soucier? Parce que vous devez savoir comment le site web que vous scrapez est très important et essentiel et construit. Mais aussi, si vous faites du JavaScript, donc si vous avez besoin d'obtenir des informations du DOM manuellement, vous devez savoir que vous ne pourrez pas, par exemple, demander au Query Selector ou le Query Selector ne traversera pas le Shadow DOM pour vous. Donc, dans ces cas, vous devez y aller manuellement. Donc, une chose à considérer est que si l'outil ne vous aide pas à accomplir votre travail, vous devez considérer les Shadow DOM comme des iframes. Donc, c'est à peu près la même chose. Lorsque vous traitez avec des iframes, vous devez collecter tous les iframes et ils vont dans le document, puis vous faites essentiellement de la récursion à ce niveau. Avec le Shadow DOM, c'est à peu près la même chose, mais au lieu de chercher le document d'une iframe, vous devez utiliser la propriété Shadow Root de l'élément. Donc, si l'élément, n'importe quel élément, vous ne savez pas, la plupart du temps, ils ont un nom de balise spéciale. Mais si l'élément a une racine shadow, cela signifie qu'il y a un document à l'intérieur. Cela signifie qu'il y a plus de choses à l'intérieur. Donc, vous devez entrer dans la racine de l'ombre et là, vous aurez votre propre sélecteur de requêtes ou ce sélecteur de requêtes pour ce contexte spécifique. Sachez donc que vous traitez avec le Shadow DOM comme vous le feriez avec des iframes. Très bien. Une autre question rapide et je voulais juste remercier tout le monde qui pose des questions dans la session de Q&A. Nous les recevons et nous allons y répondre à la fin. Donc, le 6e point ici, c'est d'assurer des captures d'écran complètes du contenu dynamique. Bien sûr, capturer des captures d'écran complètes peut être difficile lorsque vous avez affaire à du contenu dynamique. Souvent, cela ne rentre pas dans un seul point de vue. Donc, je passe celui-ci à Diego. Diego, quelle méthode recommandez-vous pour capturer des captures d'écran complètes et précises de sites web très dynamiques? Oui, c'est aussi un problème courant dans les tests et j'apprends que c'est également une chose dans le scrapping web. Utiliser Firefox est assez facile parce que Firefox a introduit il y a un moment une commande native pour obtenir une capture d'écran complète de la page. Ce qui est compliqué, c'est de savoir, d'accord, quand le contenu est-il chargé, n'est-ce pas? Donc, le problème ici est que vous devez mélanger une stratégie de pondération, une manière de déterminer si ce dont vous avez besoin est présent. Donc, vous devez attendre quelque chose. Je recommande donc d'utiliser l'un de ces wrappers dans Selenium. Et puis, il suffit de prendre la capture d'écran, n'est-ce pas? Il y a aussi une intégration entre Selenium et CDP qui vous permet d'utiliser le protocole Chrome DevTools pour prendre une capture d'écran en plein écran. En pensant à l'avenir, ce sur quoi le projet Selenium et les fournisseurs de navigateurs travaillent ensemble est la norme WebDriver BiDi, ce qui signifie que je ne devrais probablement pas le dire comme ça, mais l'idée est de standardiser le CDP de manière à ce que tous les navigateurs puissent fonctionner de cette manière. L'une des choses intéressantes qui se passe déjà est que Puppeteer prend déjà en charge WebDriver BiD, donc vous pouvez automatiser Chrome et Firefox via Puppeteer,
et utiliser l'une de ces méthodes pour prendre des captures d'écran de pages entières, ce qui, je pense, devrait arriver dans l'une des prochaines versions de Chrome et Firefox. Et finalement, vous ferez la même chose dans Safari et ainsi de suite. Donc, ce sont les méthodes que je recommande. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous rejoindre sur le canal Slack où tous les comités sont là pour vous aider. Compris. Greg, Dario? Il y a des choses que vous pouvez également vérifier. Par exemple, vous pouvez vérifier si, en utilisant JavaScript, les polices sont chargées. Alors, je ne me souviens pas exactement, mais il y a une fonction que vous pouvez appeler dans le document pour vérifier si les polices sont prêtes. Une autre chose que vous pouvez vérifier, c'est, par exemple, si les éléments d'image sont vraiment bien chargés. Donc, vous pouvez vérifier cela. Vous pouvez vérifier si les images sont là. Il y a donc un travail que vous pouvez faire qui est assez manuel, mais il y a des éléments, par exemple, les polices sur les images sont des choses que vous pouvez vérifier avant de prendre la capture d'écran. Et pour préciser, je vois que Network Idle est très souvent utilisé pour les captures d'écran et cela va être en général assez lent. Je recommande de faire quelque chose de similaire à ce qui a été mentionné, où vous voulez vérifier toutes ces requêtes, vous assurer que toutes les requêtes arrivent, puis aller immédiatement prendre la capture d'écran. Énumérer tous les prédicats nécessaires pour obtenir cette page. J'ai vu des accélérations de 2 fois et je peux partager un exemple de cette méthode. Excellent. Nous avons beaucoup parlé de scripting. Le dernier point que nous avons ici est de parler des opérations à grande échelle. Je vais donc en parler un peu. Et, vous savez, lorsque vous faites du scripting, lorsque vous faites du scrapping sur une petite opération, vous n'allez vraiment pas rencontrer ces problèmes, à moins qu'il y ait certains contrôles en place. Mais il existe certainement des technologies anti-bot et des technologies de blocage. Et donc, pour les personnes qui écrivent des scripts, trouver comment résoudre cela peut être difficile. Et donc, vous savez, j'ai parlé avec notre R&D, nous faisons cela quotidiennement pour nos clients. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est faisable, n'est-ce pas? Et donc, les choses que nous voyons sont les différents éléments qu'en tant que personne qui écrit des scripts, vous devez prendre en compte si vous hébergez votre propre infrastructure, n'est-ce pas? Assurez-vous de gérer correctement les empreintes digitales, s'assurer que vous avez les cookies appropriés, accéder aux adresses IP de différentes régions géographiques en utilisant des services de proxy, aussi si vous n'avez pas accès aux adresses IP des centres de données à travers le monde. Ce sont donc des choses que j'ai vu des gens gérer en interne. Mais ce que je vois de plus en plus, c'est que les personnes qui écrivent les scripts deviennent des experts dans ce domaine et laissent la partie infrastructure à d'autres entreprises. Et cela inclurait des entreprises comme la nôtre ou d'autres. Nos concurrents font des choses similaires. Cela rend votre travail plus facile. Pour résoudre ça, nous avons lancé un produit appelé Scraping Browser. Et Scraping Browser, nous l'avons lancé il y a 1 an et demi. Et ce permet de ne pas penser à ces choses. Vous concentrez sur l'écriture de scripts de crawling et d'interaction. Vous mettez cette information. Ce dont nous avons discuté concerne ce que vous écrivez. Quand vous avez fini, vous chargez dans un navigateur de scrapping. Et maintenant, vous n'avez plus à gérer les sessions, la rotation des IP et ce genre de choses. Et ensuite, vous obtenez simplement le résultat que vous souhaitez. Ce qui est bien, c'est que nous avons récemment lancé un terrain de jeu. Je vais donc vous montrer une courte vidéo de cela. Et ce qu'est le Playground, c'est essentiellement notre infrastructure de navigateur de scrapping pour que vous puissiez tester et voir si cela fonctionne. Si vous voulez le faire à grande échelle, possédez le back-end pour cela, laissez-moi vous montrer une courte vidéo de cela. Ceci est disponible dans votre compte si vous avez des données lumineuses dans votre navigateur. Et vous pouvez voir sur le côté gauche, vous avez notre code PupTier. Cela vous montre tout ce qu'il fait. Il va en fait sur un site Amazon ici sur le côté droit. Il recherche des ordinateurs portables. Et puis, ce que vous allez voir dans la console, c'est la sortie des informations que vous obtenez. Donc, j'encourage tout le monde à ce webinaire à essayer cela. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Ce terrain de jeu est relativement nouveau. Je pense qu'il n'a que quelques semaines ou mois. C'est nouveau. Alors, essayez-le. Et encore une fois, de notre côté commercial, de mon équipe de prévente, nous engageons sans arrêt avec les développeurs qui l'utilisent parce que cela vous permet de ne pas vous soucier de l'infrastructure, vous permettant de vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire écrire le langage de script pour recueillir les données dont vous avez besoin. Avec cela, nous entrons maintenant dans la zone de quiz. Donc, encore une fois, 200 $ sont en jeu. Maintenant, une chose que je veux mentionner est que Zoom vous permet de poser des questions en mode anonyme.
Malheureusement, je ne sais pas qui vous êtes si vous répondez à la question en mode anonyme. Donc, ces 200 $ vont flotter dans le pays imaginaire jusqu'à ce que je regarde la prochaine réponse qui a été correctement répondue et ensuite je recevrai cette réponse. S'il vous plaît, si vous allez répondre à cette question et participer au quiz, veuillez mettre votre nom et les réponses là. Mon équipe le revoit. Dès que la réponse arrive, ils vont me le faire savoir. Nous vous ferons savoir la réponse, annoncer un gagnant et ensuite nous passerons à la section de questions-réponses. Quelle est la question? Certains sites web utilisent des classes dynamiques qui changent fréquemment. Cela peut rendre l'extraction de données à grande échelle très difficile. Comment pouvons-nous empêcher nos scrapers de se casser et analyser efficacement? Je leur donne quelques secondes. Nous avons peut-être répondu à cela plus tôt dans la session. Je ne vais pas dire oui ou non, mais il pourrait y avoir eu des réponses plus tôt, alors allez-y et mettez cela là-dedans. Et je vérifie maintenant avec mon équipe pour voir si nous avons une réponse appropriée. Le suspense, il tue toujours les gens. Quand nous avançons avec ceci, je vais vérifier avec l'équipe durant la session de questions-réponses. Je voulais passer à la session de questions-réponses. La première réponse correcte avec le nom, je vous le ferai savoir. Passons à la session de questions-réponses. Première question ici. Des conseils pour intercepter les appels API front-end et gérer les flux d'autorisation d'authentification de base. Qui veut s'attaquer à celle? Je pense avoir répondu dans le chat, donc il suffit d'élaborer là-dessus. Et pour les autres, n'hésitez pas à intervenir. Mais ce sont en quelque sorte deux choses différentes. Le front-end fait une requête, familiarisez-vous avec l'onglet réseau et cherchez vos données là-dedans. Une fois que vous trouvez la requête, il y a tellement de possibilités, vous devez donc être adaptable. Le web scraping n'a généralement pas de solution miracle, donc vous devez un peu improviser et gérer les choses au cas par cas. Mais la première chose que vous pouvez faire est d'essayer de frapper directement ce point de terminaison depuis Node ou Python générique. Dans de nombreux cas, vous pouvez simplement obtenir ces données sans même automatiser le site si c'est un point de terminaison non protégé. Si c'est protégé, vous devrez peut-être simuler cette requête en cliquant sur un bouton puis en interceptant la réponse en utilisant Wait for Response par exemple dans Playwright et PubTier ou Page.onResponse dans certains cas. Et pour l'authentification, cela dépendra du cas par cas. Encore une fois, s'il s'agit d'une authentification à 2 facteurs, vous devrez peut-être le faire manuellement. Mais ensuite, vous pouvez mettre cela en cache dans le répertoire des données utilisateurs, ce que Chromium prend en charge. Et cela évitera de le faire répéter. Vous pourriez avoir besoin de le faire une fois par semaine ou à la main si c'est une authentification à 2 facteurs. Si c'est une authentification programmée, mettez en cache les données pour éviter de le répéter. Chaque site est différent, donc ce n'est pas une réponse universelle. Vous devez souvent improviser. Oui, et aussi, dans les deux cas, vous pouvez configurer lorsqu'une authentification de base est demandée, vous pouvez configurer l'utilisation de cet utilisateur et mot de passe et le navigateur le résoudra pour vous. Mais je pense aussi que l'astuce sera d'être aussi proche que possible de l'interaction utilisateur. Donc, je pense que Ça dépend, je ne le ferai pas. Vous pouvez patcher la requête. Vous pouvez intercepter chaque requête, patcher et ajouter votre interaction de base. Mais je vais essayer de voir comment vous pouvez émuler l'utilisation du site web par un utilisateur réel. D'accord. Je suis en quelque sorte d'accord avec vous deux parce que ce que j'ai vu, c'est que les gens ont peur de manipuler le réseau. Donc, je pense que ce que Greg a dit pendant tout le webinaire, vous devriez tous en tenir compte parce que c'est la même situation avec les utilisateurs de Selenium. Ils aiment interagir avec le site web, mais quand ils veulent avoir un état défini ou un état statique du site web pour faire quelque chose, il faut faire attention au réseau. Et par exemple, il y a beaucoup de choses comme Google Analytics ou d'autres choses que vous ne pouvez tout simplement pas bloquer. Et ensuite, vous pouvez faire votre scrapping de manière plus facile. D'accord. Merci pour cela. Question suivante. Comment écrire un expats robuste sans échouer à l'avenir? Ne pas écrire expats. Ne le faites pas. Oui. Et si vous utilisez Playwright, par exemple, apprenez tous les localisateurs disponibles. Il y a des tonnes de localisateurs. Et vous pouvez même, par exemple, obtenir un localisateur par texte, puis aller aux parents.
Il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez résoudre sans avoir à utiliser XPath. N'utilisez pas XPath, s'il vous plaît. Des idées pour une méthode standardisée pour regrouper le HTML complet et des outils comme Puppeteer et Selenium archivable, similaires à ce qui peut être fait avec MHTML, avec des pages SPA dynamiques. Nous avons dû utiliser des scripts pour collecter ces informations après le crawling, mais ce n'est pas toujours parfait. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je crois que nous avons aussi essayé de communiquer cela pendant la session, que chaque site web est différent et qu'il faut apprendre comment le site web se comporte. Il ne peut donc pas y avoir de méthode standardisée pour simplement saisir l'ensemble du blob et le sauvegarder quelque part. Vous devez donc traiter au cas par cas et déterminer comment vous adapter si quelque chose change. Je veux dire, en bref, c'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait un moyen de faire cela parce que chaque site web a quelque chose de différent. Donc, vous ne pouvez pas avoir une solution unique pour ces choses. Et cela devient de plus en plus compliqué parce que maintenant, vous avez le stockage local. Maintenant, vous pouvez avoir votre base de données locale. Et maintenant, avec Google, vous pouvez même avoir de l'IA localement. Donc, je pense que essayer de télécharger un site web entier devient de plus en plus difficile, vous savez. Et selon l'emplacement, le site web pourrait afficher quelque chose de différent. Oui, ils ne savent jamais. D'accord, le suivant. Existe-t-il un moyen automatisé d'intercepter les appels et de mieux rechercher la logique de création des jetons d'authentification ou de mieux gérer l'interaction SPA, un peu comme Burp Suite, mais davantage orienté vers le scrapping? Et si nous arrêtions notre panel, je ne sais pas, qu'est-ce que Burp Suite? Je ne suis pas très familier avec ça. La question a été posée. Je suppose qu'il n'y a aucun moyen pour les gens de répondre. Oui, je vais laisser la personne qui posait cette question si vous voulez l'élaborer dans le chat. L'équipe peut remettre cette question ici avec un peu plus de détails. D'accord. Je peux le chercher sur Google, mais juste pour répondre à votre point principal, je pense que je préfère généralement le faire à la main parce que chaque page est différente. C'est difficile d'automatiser les choses. Ironiquement, dans l'automatisation des navigateurs, où vous avez ce truc bizarre qui interceptera toute requête, c'est vraiment difficile de trouver cela. En général, il faut creuser et le faire de manière difficile, en quelque sorte. Oui, parce que, je veux dire, la plupart des jetons d'authentification ne sont pas très longue durée. Ensuite, vous devez tout recommencer. Donc, je me demandais, si cela a du sens pour nous, combien de temps devez-vous stocker un jeton d'authentification? Oui. D'accord. Nous utilisons l'écran pour Burp Suite cependant. Intéressant, merci. Très bien. Merci, auditeurs ou spectateurs. Nous utilisons le scrapping pour divers sites web sans connaître le DOM et nous prenons le HTML des pages chargées. Compter sur l'inactivité du réseau n'est pas idéal pour savoir si la page est entièrement chargée. Des recommandations sur une meilleure méthode dans ce cas où nous ne pouvons pas vérifier des éléments spécifiques puisque nous ne savons pas ce qu'ils seront? Donc, ma pensée là-dessus est qu'il doit y avoir quelque chose. Donc, peut-être que ce n'est pas clair, mais ouais, je ne sais pas, mais je sais que ça semble stupide. Mais donc, à cause de ça, mon approche peut-être, je sais que je suis bête, mais il n'y a rien. Donc, quand je trouve ça, donc ce n'est pas possible que tout sur la page soit dynamique. Il doit y avoir quelque chose qui est clairement un indice que la page est prête. Et je pense que vous finissez par, mais peut-être que vous devez aller dans le DOM et voir et essayer de réfléchir, mais il y a toujours quelque chose. Et même, par exemple, avec l'exemple que vous avez donné, que la classe est dynamique. Donc, peut-être que si vous venez d'une époque où la seule façon d'obtenir un élément était avec XPath ou avec des classes CSS, oui, peut-être que vous êtes perdu. Mais avec un nouveau sélecteur, vous dites, d'accord, il pourrait y avoir du texte que je peux utiliser avec un sélecteur de texte ou avec un rôle Arial. Donc, je pense que plus vous connaissez les fonctionnalités de vos frameworks, par exemple, et même ce que Greg a mentionné à propos de la fonction waitFor, vous pouvez même écrire une fonction JavaScript qui vous dira quelque chose sur
quelque chose qui est vrai ou non, et un joueur appellera cette fonction jusqu'à ce que cette fonction soit vraie. Mais si vous cherchez par texte, par titre ou par rôle de zone ou autre chose, cela prend parfois plus de temps que d'autres, mais il y a toujours quelque chose de stable qui vous donnera un indice, par exemple, ou bien en fait. Une chose à préciser est qu'il y a vraiment deux situations. Il y a une situation où vous scrapez un site et vous pouvez choisir un prédicat très précis et tout est vraiment parfait. Et puis, il y a l'autre situation où vous voulez scraper n'importe quelle page et à ce moment-là, tout est permis. Il va être difficile de trouver quelque chose qui fonctionne pour tout. Il n'y a pas de solution miracle en web scrapping. Cependant, une chose mentionnée dans la session de questions-réponses que je pense bonne et mérite d'être soulignée est que vous pouvez faire des choses qui pourraient fonctionner pour votre domaine particulier. Si vous pouvez réduire ce sous-ensemble de sites à quelque chose comme, disons, la stabilité du texte, ou vous prenez un instantané du contenu textuel de la page toutes les 50 millisecondes ou quelque chose comme ça, et puis, je ne sais pas, si vous attendez comme une seconde un peu similaire à l'inactivité du réseau, mais pour le contenu textuel de la page, alors vous pourriez dire, d'accord, il est temps de prendre cet instantané. Et quand vous prenez cet instantané, envisagez de le mettre dans Mozilla Readability, qui le convertira en Markdown. En fait, Readability sera en HTML, mais ensuite vous pouvez le convertir en Markdown dans une étape supplémentaire, ce qui est vraiment utile pour beaucoup de ces scrapes d'IA qui se produisent maintenant pour la génération augmentée par récupération, ces applications RAG, mais aussi simplement pour beaucoup d'extraction de texte en général. C'est donc une façon de scraper n'importe quelle page. Mais oui, il faut vraiment choisir certaines restrictions et déterminer où se trouvent vos limites. Faites de votre mieux pour trouver ces points de coupure. Et nous sommes presque à la fin, donc j'ai une dernière question ici. Et je pense que nous en avons un peu parlé, donc cela pourrait être une répétition, mais avons-nous des mécanismes pour déclencher le chargement paresseux de tout le contenu de la page sans aucune interaction utilisateur comme cliquer, faire défiler, etc. Parce que je me souviens du bouton de descente, mais cela fait toujours partie d'une interaction utilisateur. Oui, je dirais que je n'en ai vu aucun pour ce qui est de ceci. Beaucoup de ces fonctions, si elles pouvaient être écrites, Playwright et Puppeteer les fourniraient sûrement. La fonction de scraping de n'importe quelle page web serait incroyable. Elle éliminerait complètement l'API et nous aurions juste cette solution miracle qui gérerait toutes les interactions utilisateurs et vous pourriez déclencher tous les écouteurs d'événements, mais elle ne sera pas fiable. Il pourrait ne pas se déclencher correctement. Il y a juste beaucoup de sortes de problèmes que je peux voir avec la création de cette fonction. D'ailleurs, une autre chose qui revient souvent de nos jours est l'IA. Alors, si vous pouvez demander à une IA, « Hey, pouvez-vous automatiser cette page ou extraire du texte ?» Il va y avoir beaucoup de problèmes de fiabilité là-bas. Je ne pense pas que ce soit un problème résolu, mais il y a un certain potentiel pour un scrapping à usage plus général en utilisant un outil d'IA à l'avenir. Donc, je le surveille un peu, mais je suis assez sceptique. Oui, Oui, une autre chose que vous pouvez également faire, mais vous devez savoir comment les sites web sont construits ou ce qu'ils utilisent, c'est peut-être de changer la vérification des fonctionnalités qu'ils utilisent sur le navigateur. Alors parfois, ils disent, OK, si ce navigateur prend en charge cette fonctionnalité, je vais suivre cette voie. Et si ce navigateur ne prend pas en charge cette fonctionnalité, je vais tout simplement tout rendre. Donc, peut-être que vous pouvez forcer cette valeur à true, false ou undefined. Mais encore une fois, vous devez peut-être savoir quel est le framework qu'ils utilisent ou quelle est la vérification. Donc, vous devez peut-être creuser dans le JavaScript qu'ils utilisent. Mais parfois, j'ai vu des gens dire, d'accord, essayons d'émuler que c'est un Internet Explorer 3. Et donc, il rend tout d'un coup, vous savez, des trucs comme ça. Mais oui, il faut savoir comment et avec quoi la page rend les données. D'accord. Eh bien, je voudrais remercier le panel ici. Greg, Dario, Diego, vous avez été excellents. Je sais que c'était une session éclair, nous avons couvert beaucoup d'informations. J'ai reçu un message de l'équipe. Ils sont en train de revoir la réponse, donc nous contacterons le gagnant. Il y a eu des solutions créatives à nos questions, donc nous sommes en s'assurant qu'ils sont corrects et nous contacterons le gagnant pour cela. Je m'appelle encore Jacob Glodek. Je m'occupe des préventes.
Mon email est jacobeg@brightdata.com si vous souhaitez donner des retours sur ces sessions ou sur de futurs webinaires qui vous intéresseraient dans le domaine de l'interaction avec les données web. Encore une fois, merci au panel. Il y aura un sondage après cela, donc j'apprécierais que tout le monde le remplisse. Mais c'est l'heure. Je ne veux pas prendre trop de temps aux gens. Merci encore et passez une excellente journée.